Qu'est-ce qui pourrait mal tourner quand il ne reste que quelques centaines de mètres jusqu'au sommet? Quand la météo est favorable, l'itinéraire tracé, l'équipe prête? En 1934, des alpinistes allemands ont découvert la réponse à cette question sur les pentes du Nanga Parbat, une montagne que l'on ne surnomme pas la montagne du chagrin pour rien. Et cette réponse est avérée bien plus terrible qu'on aurait pu l'imaginer. Mais avant de passer à l'histoire elle-même, il convient de comprendre de quel endroit il s'agit. Le nom Nanga Parbat se traduit de l'ourdou par « montagne nue ». La population locale l'appelle plus simplement Diamir. Parmi les alpinistes, elle a reçu le sombre surnom de montagne du chagrin. Et la raison est évidente, le nombre de grimpeurs qui y ont péri dépasse l'imagination. C'est le sommet le plus occidental de l'Himalaya, situé dans la région du Cachemire. Son altitude est de 8125 mètres, ce qui en fait le 9e plus haut sommet du monde. On pourrait penser qu'il y a des montagnes plus hautes, mais ce n'est pas seulement une question d'altitude. Sur le plan technique, le Nanga Parbat est considéré comme l'un des sommets les plus difficiles de la planète. Plusieurs facteurs s'y conjuguent pour transformer l'ascension en une véritable roulette russe. Des dénivelés extrêmes, une météo imprévisible, des parois verticales où il n'y a aucun endroit pour se reposer, et des avalanches qui se déclenchent sans prévenir. Le versant sud-est, connu sous le nom de paroi de Rupal, est une surface presque verticale de 4500 mètres de haut. Imaginez, vous êtes au pied de la montagne et vous levez les yeux. La paroi s'élève vers le ciel presque à angle droit. C'est l'une des parois les plus grandes et les plus dangereuses du monde. Sur certaines sections, comme le couloir Merkel, l'inclinaison atteint 90 degrés. Il n'y a pas de section douce où l'on peut reprendre son souffle, seulement la roche, la glace et le vide sous les pieds. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Pour la seule année 2011, 64 personnes sont mortes sur la montagne. Sur toute l'histoire des ascensions, plus de 400. Chaque pierre ici se souvient de la tragédie de quelqu'un. Chaque glacier est la tombe de quelqu'un. Mais malgré cela, la montagne reste populaire parmi les alpinistes. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, c'est un accomplissement sérieux et prestigieux dans le monde de l'alpinisme. Gravir le Nanga Parbat, c'est entrer dans les mythes. Deuxièmement, son accessibilité relative en termes de logistique. Qu'est-ce que cela signifie? Prenons par exemple le K2. Pour atteindre son pied, il faut parcourir des centaines de kilomètres à travers des régions montagneuses difficiles d'accès. Cela nécessite des Sherpas, des guides, des yaks pour transporter l'équipement, des milliers de dollars et des mois de marche. Chaque kilogramme de charge supplémentaire représente des coûts et des risques additionnels. Bien sûr, la situation s'est améliorée aujourd'hui, mais autrefois, atteindre de tels sommets était une véritable épreuve. Une expédition pouvait prendre 6 mois rien que pour installer le camp de base. Le Nanga Parbat, lui, est relativement proche des zones habitées, ce qui simplifie considérablement l'organisation et permet d'économiser d'énormes sommes d'argent. On peut dire que la montagne se laisse approcher de plus près que les autres 8000. Mais cela ne la rend pas moins dangereuse. Au contraire, cette accessibilité est trompeuse. La première tentative d'ascension de ce 8000 fut entreprise dès 1895 sous la direction de la légende de l'alpinisme Albert Frédéric Mummery. C'était un homme dont le nom était connu de tous les alpinistes du monde. Expérimenté, fort, intrépide. Mais son expédition se termina par une tragédie. 3 alpinistes furent emportés par une avalanche. En un instant, les hommes disparurent sous des tonnes de neige. Mummery devint la première victime du Nanga Parbat. La première, mais loin d'être la dernière. Après cela, pendant plusieurs décennies, le sommet n'attira pas beaucoup l'attention. Le souvenir de la tragédie était trop frais. La montagne semblait attendre. Jusqu'à ce que, dans les années 30, les Allemands tournent leur regard vers elle. En général, le Nanga Parbat est souvent appelé un sommet allemand. Aucune autre nation n'a manifesté à son égard un intérêt aussi tenace, presque maniaque. Les alpinistes allemands étaient obsédés par cette montagne. Plus tard, cela donnera naissance à des légendes selon lesquelles les nazis y cherchaient l'entrée du Shambhala, les connaissances secrètes des anciennes civilisations et autres. Mais on en était encore loin. En 1932, l'alpiniste allemand Willy Merkel, alors âgé de 32 ans, dirigea la première expédition allemande au Nanga Parbat. C'était un homme au regard ardent et à la volonté de faire.
Pour lui, cette montagne était devenue une idée fixe, le sens de sa vie. Le plan de cette expédition était en préparation depuis 1930, mais il y avait un problème. Le Cachemire, qui faisait alors partie de l'Inde britannique, restait une région extrêmement fermée. Pour la population locale, les montagnes sont sacrées, considérées comme la demeure des dieux. Troubler leur quiétude, c'est s'attirer une malédiction. Personne n'était pressé d'y laisser entrer des étrangers. Et même aujourd'hui, l'accès à certains sommets est interdit. Les barrières religieuses et culturelles s'avèrent parfois plus hautes que n'importe quelle montagne. Pendant 2 ans, le ministère des Affaires étrangères allemand s'est donc efforcé d'établir des contacts, de négocier, de promettre, de persuader. Finalement, l'autorisation fut obtenue, mais avec de sérieuses restrictions qui mettaient en fait une croix sur le plan initial. Les autorités du Cachemire n'ont pas autorisé l'approche du Nanga Parbat par le nord, du côté de Diamir, où l'itinéraire était mieux connu et relativement sûr. À la place, une autorisation a été délivrée pour une approche par la vallée de Rakiot, du côté sud, inexploré. Un territoire où aucun Européen n'avait jamais mis les pieds. De plus, il ne s'agissait pas d'emprunter les routes caravanières le long de l'Indus, utilisées par les marchands depuis des siècles, mais de passer par des vallées difficiles d'accès, où chaque pas pouvait coûter la vie. Cela augmentait considérablement le temps nécessaire pour atteindre le pied du sommet. Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois. Ces restrictions réduisirent drastiquement le nombre d'itinéraires possibles et entraînèrent la perte d'un temps précieux. En montagne, le temps n'est pas juste un calendrier. C'est la différence entre la vie et la mort. Manquer la bonne fenêtre météo, et c'est tout. L'expédition est un échec. De plus, les Allemands comptaient sur les habitants locaux comme guides et porteurs. Ils supposaient que les Cachemiris seraient aussi endurants que les Sherpas, puisqu'ils vivaient en montagne. La logique semblait imparable. Des montagnards sont des montagnards. Mais la réalité s'avéra différente, et ce fut l'une des principales erreurs de l'expédition. Les locaux n'étaient pas préparés à travailler en altitude. Au niveau du camp de base, ils s'en sortaient encore, mais au-delà de 3500 mètres, les problèmes commençaient. Ils souffraient du mal des montagnes, maux de tête, nausées, une faiblesse qui leur vidait littéralement le corps de ses forces. Ils étaient extrêmement superstitieux. Chaque chute de pierre, chaque rafale de vent leur semblait un signe des dieux. Et souvent, ils abandonnaient simplement leur travail, retournant dans leur village au milieu de la nuit, laissant leur charge n'importe où. Les problèmes avec eux étaient innombrables. Organiser leur travail était presque impossible. Enfin, après des semaines d'un voyage harassant, l'expédition atteignit le pied du Nanga Parbat et installa un camp de base à 3967 mètres d'altitude dans un lieu que Merckle baptisa la clairière féerique. Et c'était vraiment magnifique. Un plateau plat, abrité du vent, avec vue sur les glaciers. C'était un endroit où l'on pouvait se reposer, reprendre ses esprits avant l'assaut. Au cours du mois de juillet, en installant des camps intermédiaires, les alpinistes réussirent à tracer un itinéraire jusqu'à un endroit appelé la Selle d'Argent, à 6850 mètres d'altitude. Le travail fut infernal. Chaque mètre de dénivelé s'obtenait au prix de sang et de sueur. Les mains étaient écorchées par les cordes, les poumons brûlaient par manque d'oxygène, les muscles refusaient d'obéir. Mais ils avançaient, pas à pas. C'est une selle caractéristique de la crête est, par laquelle passe le chemin menant à l'arête présommitale, qui conduit au sommet lui-même. De là, l'objectif était tout proche à l'échelle de la montagne, mais infiniment loin pour les forces humaines. Le 29 juillet, Willy Merckle installa une tente sur la selle et élabora le plan d'assaut du sommet. Tout était prêt, l'itinéraire était tracé, l'équipement en place, l'équipe en forme. Il ne restait plus qu'à attendre le beau temps pour monter. Le triomphe semblait inévitable. Et, comme cela arrive souvent en montagne, le temps se dégrada brusquement, sans prévenir, soudainement, comme un coup de poignard dans le dos. À cause de la longue approche, des problèmes avec les porteurs et des difficultés logistiques, trop de temps avait été perdu. La saison de la mousson commençait, cette période où l'Himalaya devient mortellement dangereux. Des tempêtes s'abattirent sur la montagne. Le ciel devint noir.
Le vent se mit à rugir, la neige tombait en un mur blanc. Les porteurs affirmaient que c'était la malédiction des dieux, qu'ils étaient courroucés par l'intrusion des étrangers et qu'il fallait partir de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard. La panique commença à se propager dans le camp comme une maladie. Finalement, il fallut abandonner l'expédition, battre en retraite, si près du but. C'était amer mais raisonnable. Willy Merkel retourna en Allemagne avec un plan prêt, un itinéraire tracé et une énorme quantité de travail accompli. Il ne lui restait plus qu'à revenir et à terminer ce qu'il avait commencé. Il connaissait la montagne, il connaissait son caractère, ses points faibles. La prochaine fois, tout serait différent. La prochaine fois serait victorieuse. C'est ce qu'il pensait. Et 2 ans plus tard, en 1934, il arrive de nouveau au Nanga Parbat avec une nouvelle expédition, celle qui sera au centre de notre récit. Une expédition qui entrera dans l'histoire de l'alpinisme comme l'une des plus tragiques. Elle a été magnifiquement décrite par un participant de l'époque, l'alpiniste Fritz Bechtold. Ces mémoires ne sont pas un rapport aride, mais le témoignage vivant d'un homme qui a traversé l'enfer. En Angleterre, où la conquête du plus haut sommet du monde, l'Everest, est considérée comme une tâche nationale, une question de fierté nationale, l'idée d'une expédition d'alpinisme d'une telle envergure est tombée sur un terrain fertile. Là-bas, ainsi qu'en Inde, Merkel a trouvé le soutien de personnalités influentes, tant dans les cercles politiques que dans ceux de l'alpinisme. Les relations ont fonctionné, les portes se sont ouvertes. Par exemple, une autorisation a été obtenue du gouvernement du Cachemire pour entrer sur un territoire qui, en temps normal, aurait été interdit aux Européens. Cela a considérablement raccourci la longue approche de la montagne. Ce qui avait pris des mois la fois précédente pouvait maintenant être fait en quelques semaines. Ainsi, l'expédition a évité le long itinéraire de 1932 qui traversait 3 chaînes de montagnes enneigées de 4000 mètres pour atteindre la vallée de Rakiot. Des kilomètres de chemin mortellement dangereux appartenaient désormais au passé. Notre première expédition au Nanga Parbat avait souffert à maintes reprises du manque de fiabilité des porteurs locaux. C'était un cauchemar. C'est pourquoi, cette fois, nous avons engagé à Darjeeling 35 porteurs Sherpas. Et ce fut la bonne décision. Ces hommes appartenaient à un corps d'élite de porteurs, formés à l'alpinisme et à la discipline par les expéditions britanniques sur l'Everest et les expéditions allemandes sur le Kangchenjunga. Ils savaient ce qu'était l'altitude. Ils savaient comment travailler dans l'air raréfié, comment économiser leurs forces, comment s'assurer les uns les autres. C'étaient des professionnels de très haut niveau. Il était extrêmement intéressant d'observer avec quelle solennité ce corps d'élite exhibait ses certificats d'ascension de divers sommets. Il sortait des papiers usés, précieusement conservés, et les dépliait comme des reliques sacrées. Tous les grands noms de l'Himalaya figuraient comme signataires de leurs documents. Everest, Kangchenjunga, Makalu. La liste était impressionnante. Lorsque, à l'issue des négociations, Merkel est apparu à Darjeeling et a embauché les 35 hommes, leur joie fut sans borne. Pour eux, ce n'était pas seulement un travail, c'était un honneur. Willy Merkel avait donc corrigé les erreurs de la précédente expédition. Il s'était assuré le soutien des Britanniques et avait obtenu l'accès à une approche plus courte de la montagne, ce qui économisait considérablement temps et énergie. Il avait renoncé au service des guides cachemiris et engagé des Sherpas, des alpinistes très expérimentés qui avaient déjà participé à l'assaut de l'Everest et gravi d'autres sommets de l'Himalaya. Ces hommes comprenaient ce que signifiait l'altitude, le froid et le danger. C'étaient de véritables guides professionnels sur lesquels on pouvait compter. Le plan d'assaut avait été élaboré l'année précédente et testé sur le terrain. Chaque étape était calculée, chaque détail pensé. Tout indiquait que cette ascension devait être le triomphe de l'alpinisme allemand. Le drapeau au sommet, la gloire, la reconnaissance, tout cela semblait si proche. Cependant, malgré l'approbation du gouvernement britannique, 2 officiers anglais furent assignés à l'expédition, le capitaine Sangster et le capitaine Fryer. Officiellement, pour assurer la sécurité et le respect des règles.
officieusement sans doute pour s'assurer que les Allemands ne tramaient rien de suspect. La politique s'immisçait même dans les montagnes. Revenons au texte de Bechtold. Nos 570 charges ont été transportées en amont de la rivière Jhelum. C'était une opération logistique colossale. Là, 600 porteurs-coulis locaux nous attendaient, une véritable armée. Au Cachemire, des règles particulières s'appliquent au transport de marchandises, et elles doivent être scrupuleusement respectées. Les tâches des porteurs-coulis sont clairement définies par un système séculaire. Après une ou plusieurs étapes, il faut engager de nouvelles personnes et de nouveaux animaux, et payer et renvoyer les précédents. Telle est la tradition. La traversée du col hivernal de Burzil a exigé beaucoup des porteurs et de toute l'organisation. De la neige jusqu'à la taille, un vent glacial qui transperçait jusqu'aux eaux, des sentiers étroits au-dessus des précipices. Le 7 mai, nous avons franchi cet obstacle, le plus difficile de l'approche. Une fois le col derrière nous, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Le reste du chemin s'est fait plus facilement et avec moins de difficultés, bien qu'on ne puisse pas le qualifier de facile. Le 13 mai, nous avons quitté les gorges rocheuses sauvages des montagnes pour descendre dans le bassin sablonneux et plat de l'Indus. Le contraste était saisissant. Au lieu de parois verticales, une plaine plate. Au lieu du fracas des chutes de pierre, le murmure de la rivière. Nous avons traversé l'Indus avant la fonte des neiges, lorsque la rivière ne s'était pas encore transformée en un torrent rugissant. C'est là que nous avons vu pour la première fois le Nanga Parbat. Lentement, une puissante muraille de glace émergea des nuages. Le moment était presque mystique. La montagne lointaine brillait comme de l'argent, flottant dans les airs, irréelle, inaccessible. Et tous savaient qu'elle les avait saisis. À partir de ce moment, leur pensée n'était plus que pour elle. Nous l'avons atteinte très rapidement. À peine 4 semaines s'étaient écoulées depuis notre départ de Munich. Comparé à la précédente expédition, c'était une vitesse fantastique. Comme nous avions l'intention, comme en 1932, d'attaquer le Nanga Parbat par son flanc le plus sûr et le plus facile, le côté nord-est, nous avons gravi un sentier étroit. Le mot « sûr » ici est bien sûr relatif. La montagne semblait se réveiller de son sommeil hivernal et d'énormes avalanches de glace s'abattaient sans cesse dans la vallée avec un grondement semblable à des coups de tonnerre. Chaque grondement nous faisait sursauter et regarder autour de nous, craignant que quelque chose ne nous tombe dessus. À la lisière de la neige, les coulis locaux furent renvoyés avec leurs paix et 40 nouveaux arrivants furent engagés. La rotation continuait. Le 25 mai, lorsque le premier convoi atteignit le camp de base après de grandes difficultés dues à la neige profonde qui arrivait parfois jusqu'à la poitrine, la première brèche fut ouverte dans la défense de la montagne. Le chemin vers le haut était ouvert. D'autres groupes de transport suivirent, montant l'équipement, la nourriture, les tentes, tout ce qui était nécessaire pour vivre en altitude. Et le 27 mai, le premier assaut de la montagne commença. Le vrai travail débutait. Le groupe de tête, composé d'Aschenbrenner, Drexen, Schneider et Welsenbach, avec 16 porteurs de Darjeeling, devait trouver un chemin à travers les crevasses sauvages du glacier de Rakiot jusqu'au camp 4 et y installer les premières tentes. Ouvrir la voie, cela signifie marcher en premier, prendre le plus de risques, prendre des décisions sur le vif. D'en bas, depuis le glacier, le puissant royaume du Nanga Parbat se dévoile soudain. Quand on se tient aux pieds et qu'on lève les yeux, c'est à couper les souffles. Très haut au-dessus, la première lueur du jour jaillit. Le soleil touche le sommet. Lentement, la splendeur éblouissante descend le long des pentes, transformant la glace en or, et à travers 4000 mètres de murailles massives jusqu'au glacier en bas. Les premières avalanches se détachent de ces pentes glacées, rappelant que la montagne est vivante et dangereuse. Regarder la montagne est comme contempler quelque chose d'irréel. Les dimensions dépassent l'entendement. Mais si cela peut écraser un homme, cela peut aussi l'élever. Ici, on se sent à la fois insignifiant et tout-puissant.
Le premier assaut a bénéficié d'un temps magnifique et d'excellentes conditions de neige. C'était comme si la montagne nous donnait une chance. Malgré le travail acharné et les nombreuses fausses pistes parmi les crevasses et les fissures de glace, où un seul faux pas signifiait la fin, le groupe de tête progressait rapidement. Le rythme était bon. Les camps 1 et 2 furent installés presque aux mêmes endroits qu'en 1932, un territoire familier. Des groupes de porteurs montaient chaque jour avec des provisions, travaillant comme des fourmis, méthodiquement, sans s'arrêter. Ils étaient dans la meilleure des formes. L'acclimatation s'était bien passée, personne ne se plaignait de sa santé. Tout semblait indiquer que le camp 4 serait installé et approvisionné en quelques jours. Le plan fonctionnait comme sur des roulettes. Mais alors, un terrible coup du sort brisa l'enthousiasme. Le soir du 7 juin, Alfred Drexel, qui se sentait mal depuis le matin, retourna au camp 2, souffrant d'un violent mal de tête. Au début, personne n'y prêta attention. Les maux de tête en altitude sont chose courante. La même nuit, son état s'aggrava brusquement. Il commença à suffoquer, à délirer, à perdre connaissance. On se dépêcha d'envoyer des messagers chercher de l'aide en bas. Toutes les forces de l'expédition furent mobilisées pour lui sauver la vie. Des hommes coururent dans l'obscurité sur des sentiers dangereux, risquant leur propre vie. Le 8 juin, dans la journée, Bernard, le médecin de l'expédition, arriva au camp 2, essoufflé par sa montée rapide. Mais il était déjà trop tard. À 22h20, Drexel mourut d'une pneumonie dans les bras de ses camarades. Il râlait, essayait de respirer, happait l'air avec sa bouche, puis se figeait. Avec Alfred Drexel, l'expédition perdait un alpiniste de premier ordre, fort, expérimenté, fiable. Sa mort a bouleversé tout le monde. L'assaut de la montagne fut reporté pour enterrer dignement notre camarade. La piété et la raison dictaient des funérailles solennelles. Sans cela, les porteurs n'auraient sans doute jamais quitté le camp. Pour eux, c'était un signe de la colère des dieux. Or, l'organisation de l'assaut d'un sommet de 8000 mètres exige que tout soit en ordre sur toutes les lignes de communication. La moindre panique pouvait ruiner toute l'expédition. La tombe de l'alpiniste fut préparée sur une colline morainique, au-dessus du camp de base, sous la lumière bleue des neiges éternelles. On a taillé des pierres, érigé une pyramide, installé une plaque. Le Nanga Parbat lui-même veille sur son profond repos. Désormais, il restera ici pour toujours. Bien sûr, la mort d'un des membres de l'équipe a quelque peu miné le moral de l'expédition, mais on ne peut pas dire qu'il n'y était pas préparé. La mort en montagne est une réalité que tous acceptaient. À cette époque, on ne revenait généralement pas au complet de telles expéditions. Les pertes étaient perçues comme un tribut inévitable à payer pour l'accomplissement. Une ascension d'un 8000 où personne ne mourait aurait été une exception à la règle. La tragédie était la norme. L'auteur écrit qu'Alfred est mort d'une pneumonie, bien que d'après les symptômes, dégradation soudaine, suffocation, perte de connaissance, il s'agissait plus probablement d'un mal aigu des montagnes. Le manque d'oxygène a pu provoquer un œdème pulmonaire où le liquide remplit les alvéoles et la personne se noie littéralement dans ses propres poumons. C'est rapide, douloureux et presque irréversible à une telle altitude. À cette époque, les ascensions avec oxygène n'étaient pas encore très populaires. Les bouteilles d'oxygène n'étaient pas un équipement obligatoire, et les alpinistes allemands traitaient les ascensions avec oxygène supplémentaire avec un certain mépris. Ils considéraient que c'était une béquille pour les alpinistes faibles. Un vrai homme devait conquérir le sommet avec ses propres poumons. Telle était la philosophie. Mais s'ils avaient eu une bouteille d'oxygène avec eux, et si on avait commencé à en donner à temps aux malades, il aurait probablement pu être sauvé. Il aurait suffi de stabiliser son état et de le descendre d'urgence. Mais à cette époque, on en savait encore très peu sur l'effet de l'altitude sur le corps humain. La médecine de montagne ne faisait que commencer à se développer, et chaque expédition était en substance une expérience. Reprendre la lutte contre la montagne devint l'objectif commun. Il fallait continuer. Les fiables porteurs de Darjeeling donnèrent une preuve magnifique de leur loyauté. Certains d'entre eux, en tentant de sauver la vie de Drexel, accomplirent en 24 heures le travail de 3 ou 4 jours. Ils coururent en bas et en haut avec des charges, sans dormir, sans manger, travaillant à la limite de leurs forces. On pouvait entièrement compter sur eux.
Avec le nouvel assaut, tous savaient qu'ils travailleraient dur et avec ardeur. Les Sherpas ne décevraient pas. Pendant ce temps, un messager apporta la nouvelle d'un retard dans l'arrivée des réserves de Tsampa. Les problèmes de logistique n'avaient pas disparu. La Tsampa est un produit national des Tibétains. Il s'agit simplement d'orge grillée et moulue. Cela semble simple, mais son importance est difficile à surestimer. Dans certaines régions, la tsampa constitue la quasi-totalité du régime alimentaire des Tibétains. Ils ne mangent rien d'autre, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Leur organisme est adapté à cette nourriture. On prépare avec la tsampa un plat du même nom. On prend cette farine d'orge grillée et moulue et on la mélange avec du beurre de lait de yak, un beurre gras, épais, à l'odeur forte. On y ajoute du thé vert et on verse de l'eau sur le tout. On obtient une sorte de bouillie très calorique qui tapisse l'estomac et donne de l'énergie pour des heures. Les jours de fête, on peut la préparer avec de la bière et y ajouter des fruits secs comme des raisins ou des abricots. Cela devient alors presque un mets de choix. En somme, c'est un produit extrêmement calorique qui se conserve longtemps et qui est léger. La nourriture idéale pour la montagne. Et il est très polyvalent. Si on ajoute plus d'eau, on obtient une soupe ou un thé que l'on peut boire en marchant. Si on ajoute moins d'eau, on obtient une bouillie épaisse que l'on mange à la cuillère. Si on ajoute encore moins d'eau, on obtient une pâte pour des galettes que l'on cuit sur des braises ou des pierres chaudes. Une nourriture très polyvalente et nutritive, si bien que les Tibétains n'iraient nulle part sans elle. Renoncer à la tsampa, c'est rester sans force. Et un autre point moins évident, la tsampa faisait partie de nombreux rituels bouddhistes. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une substance sacrée. Par exemple, on jette de la tsampa lors des funérailles pour libérer l'âme du défunt et l'aider à trouver son chemin. Et lors de l'assaut du Nanga Parbat, ce rituel risquait malheureusement de servir à nouveau. Mais revenons au récit de l'alpiniste. Notre itinéraire, choisi en 1932 pour atteindre la crête sommitale du Nanga Parbat par une paroi abrupte de 800 mètres que nous appelions alors la mulde ou la cuvette, était impraticable en 1934 en raison du risque d'avalanche. Le manteau neigeux avait changé, les conditions étaient différentes. Nous cherchions également à sortir au plus vite des combes enneigées baignées de soleil pour rejoindre la crête exposée, plus sûre. Les avalanches représentaient une menace très importante. Elles se déclenchaient sans avertissement, à tout moment. Si le nouveau plan, dont Aschenbrenner était le plus fervent partisan, réussissait, nous atteindrions bientôt le 6e camp intermédiaire. C'était un itinéraire astucieux, mais prometteur. La seule question était de savoir s'il était possible de tracer une voie sûre pour les porteurs à travers le pic Rakiot, une section abrupte, glacée et techniquement difficile. Le 1er juillet, le départ fut donné. Tout le camp respirait le désir de l'assaut. Les hommes se réveillaient les yeux brillants, vérifiaient leur équipement, chaussaient leurs crampons, faisaient leurs nœuds. L'énergie était palpable. Il faisait très froid. Le thermomètre à l'intérieur de la tente indiquait -13 degrés. Dehors, c'était encore pire. En ce qui concerne l'acclimatation en altitude, la différence de 500 mètres entre le camp 4 et le camp 5 était un saut considérable. Le corps réagissait vivement. Les mouvements devenaient plus lents. Chaque pas demandait un effort. Les pauses pour respirer entre les pas étaient plus longues. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, un pas. De nouveau, inspiration, expiration, inspiration, expiration, un pas. La route abrupte et exposée montait le long de pentes de neige où le vent nous faisait perdre l'équilibre. Et c'est précisément là que Lapsang, l'un des plus forts porteurs qui ne s'était plaint de rien jusqu'alors, tombera malheureusement malade et fut renvoyé en bas. Son visage prit une teinte grise, il se mit à trébucher. Il fallut l'envoyer avec un accompagnateur. Le 5e camp fut installé à 6690 mètres d'altitude. Ici, l'air est déjà très raréfié. Respirer est difficile même au repos. Il se trouvait si près du pied du pic Rakiot qu'après un repos substantiel, tout le monde était prêt à attaquer la paroi difficile. Le but était proche. Aschenbrenner, Schneider et Welzenbach attaquèrent la paroi de glace du pic Rakiot. Les observer d'en bas était un spectacle à la fois étonnant et angoissant.
Ils ressemblaient à des mouches sur une paroi abrupte, 2 petits points sur une immense verticale, tandis qu'ils plantaient leurs broches à glace, coup après coup, le métal sonnant contre la glace, et installaient des cordes. Chaque mouvement était calculé, sans précipitation. Toute la paroi devait être équipée d'une échelle de corde sûre pour permettre une descente en toute sécurité si le temps se gâtait. C'est une assurance sans laquelle l'ascension devient un suicide. Le travail était infernal. Les mains gèlent, la corde brûle les paumes. Il faut se suspendre d'une main tout en plantant un piolet de l'autre. Lentement, il s'approchait de la brèche dans la crête rocheuse nord du pic Rakio qui cachait encore la vue sur la route vers le sommet. Le suspense restait entier. Enfin, ils s'assirent sur les rochers ensoleillés et respirèrent librement. La pierre était chaude, une rareté à cette altitude. Mais leur premier regard ne se porta pas sur le puissant bastion du sommet du Nanga Parbat, mais sur la longue traversée qui menait à l'arête de neige de la selle d'argent. Il fallait évaluer l'itinéraire. Il semblait qu'il n'y avait pas de grandes difficultés. La pente paraissait praticable. Ils se mirent au travail pour sécuriser la paroi abrupte avec des cordes. Un tel travail en altitude est terriblement difficile et épuisant. Chaque coup de marteau résonne dans les tempes, chaque inspiration brûle les poumons. Quand ils eurent terminé, 600 pieds de corde, soit près de 180 mètres d'assurance, pendaient sur la paroi abrupte du Rakiot. Avec son aide, ils descendirent rapidement et atteignirent le camp. Fatigués, mais très satisfaits. Le travail était fait. Par une magnifique matinée du 4 juillet, Merckle réveilla tout le camp de bonne heure et donna les dernières instructions pour le départ. Sa voix était assurée, le plan était clair. Schneider et Aschenbrenner, sans la charge de sac à dos ni de porteur, légers, devaient préparer la traversée de la face ouest du pic Rakiot, passer les premiers, vérifier la sécurité. À intervalles réguliers, Merckle, Welzenbach, Wieland et moi les suivions avec 17 porteurs. La caravane s'étira sur la pente. Certains des porteurs n'avaient jamais été sur une paroi de glace aussi abrupte. Pour eux, c'était la première expérience d'une telle difficulté. La route à travers elle était certainement la limite des difficultés pour des hommes chargés, avec des sacs de 15 à 20 kg sur le dos. Mais tout s'est très bien passé. Si l'on regardait en arrière un instant, on pouvait voir les visages souriants et ardents de ces hommes. Ils s'en sortaient, fiers d'eux. Sur la crête, plus haut, il y avait une section de l'itinéraire qui exigeait la plus grande prudence et attention. Sous les rochers de glace exposés, la paroi tombait à pic vers la surface glaciaire supérieure du camp 6, des centaines de mètres de chute verticale. Un seul faux pas et c'était la fin. L'avant-garde, pendant ce temps, avait tendu des cordes ici, les fixant à des points d'ancrage solides. Lentement, nous nous sommes approchés de la selle de neige plate sur laquelle se trouvait le fameux camp 7 de 1932, l'endroit où il avait fallu faire demi-tour et descendre la fois précédente, le lieu de la défaite. Ainsi, la plus haute altitude jamais atteinte sur le Nanga Parbat par des êtres humains fut atteinte. Un record. Et au-delà, il n'y avait plus que le sommet. Un territoire inconnu. Le voilà. À portée de main, à seulement quelques centaines de mètres à la verticale. Mais ces quelques centaines de mètres constituent l'une des sections les plus techniquement difficiles de l'alpinisme. Chaque mètre est une épreuve. Et tandis qu'on montait les tentes ici, qu'on plantait les piquets, qu'on tendait les toiles, le Nanga Parbat révélait lentement sa splendeur glacée. Le soleil déclinait vers l'horizon. Des vagues de la mer de brouillard en bas, les sommets des 5000 commençaient à émerger, qui, d'ici, semblaient vraiment petits, des collines à l'horizon. La perspective changeait. Les porteurs laissèrent leur travail et, avec tout le monde, contemplèrent cette montagne merveilleuse. Le moment était magique. Le silence, la beauté, le sentiment de proximité avec quelque chose de grand. Après la chute du pic Rakio, la tâche la plus difficile de la montagne, la conquête du Nanga Parbat, semblait être l'affaire de 3 ou 4 jours seulement. L'optimisme était grand. Le sommet semblait presque garanti.
La météo, qui pendant plusieurs jours avait régulièrement offert des matinées magnifiques, un court brouillard de midi et des soirées splendides, semblait des plus favorables pour l'assaut. La stabilité est le meilleur cadeau en montagne. Étonnamment, tout le monde dormit très bien, malgré l'étroitesse de la tente. Nous étions couchés épaule contre épaule, et l'altitude énorme. L'organisme s'était adapté. Mais le matin n'apporta pas un réveil joyeux. 3 des meilleurs porteurs déclarèrent souffrir du mal des montagnes et demandèrent la permission de descendre sans accompagnateur. Maux de tête, nausées, faiblesse. Premier signal d'alarme. La question des porteurs devint encore plus précaire lorsque le lendemain au camp 7, à 7105 mètres, 2 autres commençaient à s'effondrer à cause de la maladie. Littéralement, ils perdaient l'équilibre, s'affaissaient sur la neige. Ils étaient si épuisés qu'il fallut un effort énorme pour les descendre au camp, en les traînant par les bras, presque en les portant. L'épuisement d'un porteur nommé Norbu ressemblait à une syncope complète et dura 2 jours. Il gisait immobile, sa respiration faible, son pouls rare. Il semble que l'homme soit tombé dans le coma à cause du mal des montagnes qui a provoqué un œdème cérébral. Le liquide remplissait la boîte crânienne, comprimant le cerveau. Mais comme on a commencé à le descendre assez rapidement, là où il y avait plus d'oxygène, son état s'est stabilisé et il a survécu. Chaque centaine de mètres de descente est une chance. Revenons au récit. Quand j'ai quitté le camp 7 le 6 juillet, c'était une matinée magnifique et claire. Le ciel était bleu, sans nuages, le soleil éclatant. Cependant, Bernard a raconté plus tard qu'au camp 4, le mauvais temps faisait rage depuis plusieurs jours, neige, vent, visibilité nulle, alors que sur la crête au-dessus, le soleil brillait. La montagne créait une illusion de bien-être. Il n'y avait pas la moindre crainte pour le groupe de tête. Au contraire, tout le monde était convaincu que le sommet serait atteint dès le 7 juillet. Le triomphe semblait inévitable. Le 6 juillet, Aschenbrunner, Schneider, Welsenbach, Merkel et Wieland, avec 11 porteurs, atteignirent la selle d'argent à 7451 mètres. Presque arrivés. Tandis que Merkel, avec Wieland et les porteurs, restaient un peu en arrière pour installer le camp, Aschenbrenner et Schneider, sous un vent violent dont les rafales les faisaient tomber, montèrent sur le plateau pour avancer le camp 8 plus près du sommet et trouver un endroit protégé du vent. Ils cherchaient un abri derrière un rocher, dans une dépression. La vue du chemin libre et dégagé vers le sommet les remplit encore plus de joie. L'itinéraire semblait praticable. Ils estimaient être à environ 4 ou 5 heures de montée du sommet principal, plus que quelques heures avant le but. Malgré le ciel bleu, la tempête s'est considérablement renforcée vers le soir et s'est transformée pendant la nuit en un ouragan féroce. On ne savait pas d'où il venait, comme si la montagne avait décidé de les punir pour leur excès de confiance. La grande tente, où se trouvaient Merkel, Welsenbach et Wieland, fut complètement pliée en 2 par de terribles rafales de vent. La toile craquait, les arceaux se tordaient, il semblait que la tente était sur le point de se déchirer. Ce n'est que le lendemain matin qu'ils réussirent à la sécuriser de nouveau avec des cordes, en l'attachant à des piolets plantés dans la neige. Le blizzard frappait sans cesse les parois de la tente, la neige s'infiltrait par toutes les fentes, mais les alpinistes croyaient que le temps allait s'améliorer. C'était temporaire. Les sacs à dos pour l'assaut du sommet restaient prêts. Ils contenaient peu de choses, mais l'essentiel. Un drapeau pour le sommet, un appareil photo pour la preuve et de quoi manger, du chocolat, des fruits secs. Cependant, le 7 juillet, la tempête éclata avec une telle violence que le groupe de tête dut à nouveau se réfugier dans les tentes et abandonner ses plans de conquête du sommet. Il était impossible de sortir. À une vitesse folle, d'épais nuages de neige transportés par le vent balayèrent le plateau et cachèrent le soleil, si bien qu'à 10 heures du matin, il faisait aussi sombre que la nuit. Visibilité nulle. Le blanc total. Les porteurs se sentaient relativement en sécurité dans leur tente et personne ne souffrait du froid glacial. Les sacs de couchage gardaient la chaleur. Néanmoins, la terrible tempête les empêcha de préparer même le repas le plus simple, bien que les assiégés par les intempéries aient en réalité assez de provisions pour 5 ou 6 jours. Il était impossible d'allumer le réchaud, le vent éteignait la flamme instantanément.
L'ouragan s'intensifiait d'heure en heure. Le bruit était celui d'un réacteur d'avion. Tandis qu'il faisait rage, une deuxième nuit terrible passa au camp. Personne ne dormit. Les tentes tremblaient, la neige s'accumulait. La peur grandissait. Le matin du 8 juillet n'apporta aucune amélioration météorologique. La tempête ne montrait aucun signe de faiblesse. L'existence dans la tente devint presque insupportable. Le froid pénétrait malgré l'équipement, il n'y avait pas de nourriture, rien à boire. Tous convinrent alors que la première tentative d'assaut avait échoué et Merckle donna l'ordre de descendre au camp 4. Il fallait partir. Les alpinistes se divisèrent en deux groupes. Aschenbrenner et Schneider devaient partir en tête avec les Sherpas Psang, Nima Darje et Pinzo Norbu pour ouvrir la voie dans la neige profonde, faire la trace, tasser la neige. Le deuxième groupe, composé de Merckle, Welsenbach et Wieland, devait les suivre immédiatement avec les autres parteurs. Intervalle, une vingtaine de minutes. Au moment de la descente, l'état du groupe était tout à fait normal. Bien sûr, ils avaient été malmenés par ces nuits passées dans le vent d'ouragan, les visages burinés par le vent, les lèvres gercées, les yeux enflammés, mais ils ne considéraient pas cela comme une fuite de la montagne. C'était une retraite tactique. Ils comptaient revenir pour une nouvelle tentative d'assaut dès que le temps s'améliorerait. Mais la tempête n'avait pas l'intention de se calmer. Elle ne faisait que commencer. À travers le vent d'ouragan, avec une visibilité de seulement 10 mètres, les alpinistes, épuisés par les nuits difficiles, entamèrent la descente. Chaque pas était un risque. Schneider marchait en premier, sondant le terrain avec son piolet. Les porteurs suivaient, attachés à une seule corde, et Aschenbrenner fermait la marche du premier groupe, prêt à tout moment à assurer ses camarades s'ils venaient à chuter. La corde était tendue, le seul lien entre eux dans le brouillard blanc. Et à un moment donné, le Sherpa Nima Darje fut emporté des marches par la tempête. Une rafale de vent le renversa comme une poupée. Il cria, essayant de s'accrocher, mais il tomba. Ce n'est qu'avec d'énormes difficultés que Psang et Aschenbrenner réussirent à le retenir sur la corde. Ils se jetèrent dans la neige, s'ancrèrent avec leurs piolets, la corde se tendit à la limite et sauvèrent ainsi tout leur groupe de la mort. Si la corde avait rompu, tout serait dévissé en chaîne. Cependant, pendant sa chute, le Sherpa perdit son sac à dos, qui contenait les sacs de couchage. La bretelle s'était rompue. Comme un gros ballon, le grand sac à dos s'envola dans le précipice, disparaissant dans la brume neigeuse. Une seconde plus tard, on ne le voyait plus. Les 5 hommes n'avaient plus qu'un seul sac de couchage, et il devint donc absolument nécessaire d'atteindre soit le camp 5, soit le camp 4 le jour même, s'ils ne voulaient pas mourir de froid cette nuit-là. Passer la nuit sans sac de couchage à une telle altitude, c'est la mort. Lente, atroce, mais inévitable. Ainsi, les alpinistes se séparèrent en 2 groupes. Le premier comprenait 2 Européens et 3 Sherpas, qui faisaient la trace dans la neige et ouvraient la voie, le travail le plus pénible. Dans le second marchaient 3 Européens et les Sherpas et porteurs restants, suivant la trace déjà faite. Dans cette tempête de neige, le blizzard empêchait de voir à plus de 10 mètres, un mur blanc. Le premier groupe s'égara plusieurs fois, tourna en rond, revint sur ses pas, perdant un temps et une énergie précieux. Chaque erreur coûtait des minutes de vie. Pour épargner aux porteurs qui portaient de lourdes charges la recherche du chemin, Aschenbrenner et Schneider se détachèrent de leurs cordées et partirent en avant, plus légers, en disant aux porteurs de suivre leurs traces. « Suivez-nous, ne déviez pas !» Après des efforts surhumains, ils avançaient comme à travers un mur, la neige leur fouettant le visage, leur respiration rauque. Schneider et Aschenbrenner, complètement épuisés et couverts de glace de la tête aux pieds, atteignirent la sécurité du camp 4. Ils s'effondrèrent dans la tente, s'écroulant sur le sol, incapables de parler. Les 2 alpinistes allemands étaient sauvés. Mais sur la montagne restaient encore 3 porteurs de leur groupe et tout le groupe de Merckle qui suivait derrière. Où étaient-ils? Pourquoi n'étaient-ils pas arrivés? Nous avons attendu au camp 4 toute la soirée et toute la nuit. Nous scrutâmes le blizzard, tendîmes l'oreille, mais Willy Merckle et ses hommes ne sont jamais venus.
Et ce n'est que bien plus tard qu'on put reconstituer les événements qui se déroulèrent sur la montagne durant ces heures terribles. Il est facile de s'y perdre. D'abord, nous citerons le texte d'un des alpinistes, puis nous tenterons de le déchiffrer et de comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc, les Sherpas Pasang, Nima Darje et Pinzo Norbu ne sont pas allés plus loin que le camp 7, où ils ont passé la nuit dans une tente laissée précédemment. Ils n'avaient tout simplement plus la force de continuer. La situation du groupe de Merkle était encore pire, car ils durent établir un bivouac sous la selle d'argent sans aucune tente, un bivouac en plein air par un vent d'ouragan. Comment il se fait que les compagnons et les porteurs aient parcouru une si faible distance, on ne le saura jamais. Quelque chose a mal tourné dès le début. Les 4 seuls courageux porteurs de l'ancien groupe qui sont revenus vivants ont raconté que Merkle et Wieland étaient incapables d'avancer. Leurs jambes refusaient tout simplement de bouger. Les souffrances causées par le terrible bivouac de la nuit du 8 dans le blizzard déchaîné ont entraîné un épuisement rapide des forces, qui a empêché la majeure partie du groupe principal d'atteindre la sécurité des camps inférieurs. L'organisme commençait à lâcher. Le Sherpa Nima Norbu est mort cette même nuit, pendant le bivouac sans tente. Il a simplement gelé, a cessé de respirer. Et le matin, la main droite de Merkle et les 2 mains de Wieland étaient gelées. Les doigts étaient noirs, ne se pliaient plus. Pendant la descente du 9 juillet, les Sherpas Angtsering, Gailey et Dakshi furent contraints de rester sur la montagne, car ils étaient en partie malades et en partie aveuglés par la neige. L'ophtalmie des neiges, lorsque les yeux s'enflamment à cause de la lumière réfléchie et que la personne ne voit plus rien d'autre qu'un voile blanc. L'alpiniste Uli Wieland est mort ce même matin, à 30 mètres de la tente du camp 7. Il voyait littéralement la tente, tendait la main vers elle, est tombé et ne s'est plus relevé. Merkle et Wenzenbach restèrent seuls dans ce camp, tandis que les Sherpas Kilitar, Daton, Nimatashi et Kikuli descendirent plus bas. Sur leur chemin à travers la crête, ils s'enfonçaient dans la neige jusqu'à la poitrine. Chaque pas était comme traverser un marécage. Cette tempête était si terrible qu'ils ne purent atteindre le camp et furent contraints de s'abriter dans une grotte de neige qu'ils creusèrent avec leurs mains. Mieux valait une grotte que le plein air. Maintenant, tentons de déchiffrer ce texte pour qu'il soit plus clair. Les événements sont confus, il y a beaucoup de monde et il est facile de perdre le fil. Alors procédons par ordre. Le groupe a fait demi-tour depuis le camp 8, situé juste sous la selle d'argent. C'était le point de départ. Les 2 alpinistes allemands de tête, Schneider et Aschenbrenner, se sont détachés de leurs 3 porteurs entre les camps 8 et 7 et sont descendus avec succès jusqu'au camp 4, sautant plusieurs camps intermédiaires. Ils étaient sauvés. Forts, expérimentés, ils sont passés. Leurs 3 Sherpas, Pasang, Nima Darje et Pinso Norbu, n'ont pas pu aller plus loin que le camp 7 et y ont passé la nuit dans une tente laissée précédemment. Ils ont atteint un abri, c'était déjà quelque chose. Mais qu'en est-il du 2e groupe, le groupe de Merkle? Leur progression, pour une raison inconnue, fut extrêmement lente. Peut-être étaient-ils déjà épuisés, peut-être ont-ils perdu leur orientation dans le blizzard. Dans ce groupe marchaient 3 Européens, Merkle, Welsenbach et Wieland, et les Sherpas restants, environ 8 hommes. Ils ne purent même pas descendre jusqu'au camp 7 et furent contraints de passer la nuit sans tente entre les camps 7 et 8. Simplement sur la neige, dans leurs sacs de couchage, blottis les uns contre les autres. L'ouragan hurlait, la température chutait. Le matin, l'un des Sherpas, Nima Norbu, meurt de froid. On le retrouva immobile, gelé. Les autres membres de ce groupe étaient gravement atteints par le gel, épuisés et souffraient du mal des montagnes. Une combinaison mortelle. Et 3 porteurs, Angtsering, Gailey et Dakshi, ne purent continuer, car ils étaient devenus aveugles à cause de la neige et ne pouvaient plus marcher d'épuisement. Ils restent simplement au milieu de la montagne, entre les camps 7 et 8, vivants mais immobiles. Le matin, les 3 Européens et les 4 porteurs restants de ce groupe se mirent en route vers le camp 7. Ils essayaient de se soulever. Malheureusement, l'un des Européens, Uli Wieland, meurt à quelques mètres de la tente du camp 7. Il voyait son but, mais ses forces l'abandonnèrent. Il tomba le visage dans la neige.
La tente était trop petite pour un groupe si nombreux. 2 tentes pour plusieurs personnes. Et de plus, il fallait descendre. Il ne fallait pas s'arrêter. Dans la tente du camp 7 restent les Européens Merkel et Welzenbach. À ce moment-là, Merkel et Welzenbach avaient tous deux de très graves gelures. Leurs mains s'étaient transformées en morceaux de chair morte. Ils ne pouvaient marcher qu'en s'appuyant sur 2 piolets, comme sur des béquilles, leurs mains ne fonctionnant plus. Ils ne pouvaient rien tenir. 4 Sherpas, Kitar, Daton, Nimatashi et Kikuli furent contraints de partir pour le camp 6 sans les Européens, de les abandonner. Mais à quelques mètres du camp, ils furent à bout de force et passèrent la nuit dans une grotte de neige qu'ils avaient creusée tant bien que mal. À quelques mètres des tentes et de la sécurité. Si près, et pourtant si loin. Et les 3 Sherpas du premier groupe, ceux qui avaient passé la nuit au camp 7, étaient descendus dès le matin au camp 6. Ils en avaient la force. Ainsi, le matin du 10 juillet, les Sherpas de la grotte et ceux du camp 6 se rencontrèrent. 7 hommes, ceux qui pouvaient encore marcher. Ils entamèrent ensemble la descente. En groupe, c'est plus sûr. Revenons au texte de l'alpiniste. Le 10 juillet, jour de tempête, on aperçut depuis le camp 4 7 hommes descendant la paroi de glace du pic Rakiot. C'étaient les Sherpas survivants. Des silhouettes dans le blizzard. Une tentative fut faite pour leur porter secours, mais toute progression devint à nouveau impossible car on s'enfonçait dans une neige infranchissable. La neige arrivait jusqu'à la taille. Il était impossible d'avancer. Sur les 7, seuls 4 hommes descendirent. Pazang, Kitar, Kikuli et Daton. Les autres périrent en chemin. Leurs compagnons Nimatashi et Nimadarje moururent en dévissant sur les cordes du pic Rakiot. Fatigués, ils ne purent se retenir et tombèrent dans le précipice. Et le Sherpa Pinso Norbu mourut à 3 mètres des tentes du camp 5, un camp sûr. Son cœur n'a pas tenu. Juste au seuil du salut. Les 4 courageux survivants étaient complètement épuisés. Ils étaient à la limite de leur force, tenant à peine debout. Tous les 4 avaient les mains et les pieds gravement gelés. La peau était noire, des ampoules, les tissus étaient morts. Bernard leur donna avec sollicitude un peu de soupe, chaude, salée. Puis chacun prit un porteur par le bras et le conduisit avec précaution jusqu'au camp 4, pas à pas, en les soutenant. Toute la première moitié de la nuit, on leur frictionna les doigts et les orteils gelés. On massait, essayant de rétablir la circulation sanguine, tout en sachant que de nombreux doigts étaient déjà perdus. Finalement, à minuit, Kitar s'était suffisamment remis pour pouvoir raconter les terribles jours de tempête qu'ils avaient vécus sur la crête. Sa voix tremblait, ses mots étaient confus. Ainsi, sur les 7 Sherpas, seuls 4 sont descendus, et sur la montagne restaient 2 Européens au camp 7, Merkel et Welzenbach, et 3 Sherpas aveugles entre les camps 7 et 8, Angtsering, Geile et Dakshi. Ils sont toujours là, vivants ou morts, on ne sait pas. La nuit du 11 juillet, le pauvre Dakshi est mort au-dessus du camp 7. Son corps fut retrouvé plus tard, gelé. Le lendemain matin, ses compagnons Geile et Angtsering sont descendus au camp 7 où ils ont retrouvé Merkel et Welzenbach, 2 aveugles et 2 hommes aux membres gelés. Et chaque matin, pendant quelques minutes, lorsque les nuages d'orage se dissipaient, ils pouvaient voir l'équipe de secours monter depuis le camp 6, de minuscules silhouettes progressant vers le haut. Ils ne savaient pas comment la tempête et la neige profonde les repoussaient sans cesse, comment les sauveteurs tentaient de se frayer un chemin, mais n'y parvenaient pas. Alors ils attendaient, dans un espoir silencieux que l'aide arrive. Ils regardaient en bas, attendaient, y croyaient. Willy Welzenbach est mort dans la nuit du 13 juillet au camp 7. Il ne s'est simplement pas réveillé. Son corps est resté dans son sac de couchage. Le matin du 14, les derniers survivants, Merkel et les 2 Sherpas, descendirent vers le camp 6. Merkel avançait péniblement, s'appuyant sur 2 piolets qu'il tenait comme il pouvait avec ses mains gelées.
Chaque pas était un supplice. Dans la montée, il y avait une petite pente avant le camp, ses forces l'abandonnèrent. Elles étaient tout simplement épuisées. Là, ils se construisirent une petite grotte de glace. Ils creusèrent un trou dans la neige. C'était la fin. D'en bas, depuis le camp 4, on pouvait voir un homme avancer péniblement sur le col. Une silhouette se déplaçant lentement. De temps en temps, la tempête portait des appels à l'aide, faibles, intermittents. La silhouette solitaire atteignit le pic Rakyot et descendit. C'était le Sherpa Ang Tsering, l'assistant de Willy Merkle, qui, finalement, complètement épuisé et souffrant de terribles gelures, trouva refuge au camp 6. Avec une endurance surhumaine, il s'est frayé un chemin vers le bas à travers la tempête et la neige, aveugle, gelé mais vivant. Comme il n'apportait pas de lettres de Merkle, il n'avait pas la force d'écrire, son simple récit fut la dernière nouvelle de la lutte héroïque de ses camarades et de leurs fidèles porteurs, haut sur la crête. Maintenant, analysons ce dernier passage pour que tout devienne parfaitement clair. Donc, les 3 Sherpas, Ang Tsering, Gailey et Dakshi, sont restés entre les camps 7 et 8 après être devenus aveugles. Le matin du 11 juillet, l'un d'eux, Dakshi, meurt d'épuisement et de froid. Les 2 survivants, Gailey et Ang Tsering, descendent au camp 7, où ils trouvent les 2 Européens, Merkle et Welzenbach. Épuisés, gelés, ils regardent en bas à travers de brèves éclaircies dans la tempête et voient l'équipe de secours qui tente de les atteindre, et ils attendent de l'aide pendant plusieurs jours. L'espoir est encore vivant, mais l'aide n'arrive pas. La tempête l'en empêche. Le matin du 13, l'Européen Welzenbach meurt. L'un des meilleurs alpinistes d'Allemagne périt dans une tente à 7105 mètres d'altitude. Les survivants, Willy Merkle et les 2 Sherpas, Gailey et Ang Tsering, tentent de descendre par eux-mêmes, une dernière tentative. Mais pendant la descente, les forces abandonnent Merkle. Il est physiquement incapable de continuer. Merkle et le Sherpa Gailey restent dans une grotte de neige au-dessus du camp 5. Gailey ne veut pas abandonner son chef. Et seul le Sherpa Ang Tsering, rassemblant ses dernières forces, a réussi à descendre et s'est miraculeusement sauvé le 15 juillet. Il a atteint le camp 6, puis le camp 4, le seul survivant du groupe de Merkle. Mais les tentatives de sauvetage se sont poursuivies tant qu'il restait le moindre espoir. Les 15 et 16 juillet, Schneider et Aschenbrenner, ignorant le bon sens et l'instinct de survie, tentèrent de se frayer un chemin jusqu'au camp 5 pour essayer de sauver leurs camarades. Ils savaient que c'était presque un suicide, mais ne pouvaient pas rester sans rien faire. Mais ce fut en vain. Ils furent repoussés par la tempête. La neige et le vent les empêchaient d'avancer. Le 17 juillet, Rahel et Mich, de retour au camp de base après leur tournée scientifique autour du Nanga Parbat, firent une dernière tentative de sauvetage. Des forces fraîches. Mais ils échouèrent également. La montagne ne les laissait pas passer. Le temps restait mauvais, la tempête faisait rage, jour après jour. Le dernier cri venu d'en haut s'éteignit. Il n'y avait plus de signe de vie. Willy Merkle et son fidèle porteur Gailey étaient morts. Merkle, l'un des meilleurs alpinistes de sa génération, un homme qui avait rêvé du Nanga Parbat pendant des années, est resté sur la montagne pour toujours. Et le Sherpa Gailey aurait en fait pu descendre avec son camarade Ang Tsering, il en avait encore la force, mais il n'a pas voulu laisser Willy Merkle seul dans la grotte de neige et est également mort sur la montagne. La fidélité jusqu'au bout. Voici ce qu'en écrivent leurs compagnons. Il était impossible même de penser à une nouvelle tentative d'assaut du sommet, ou même d'essayer d'atteindre nos morts. La tempête ne cessait pas. Nous ne pouvions leur offrir un cercueil, ni les enterrer humainement. Mais dans nos cœurs, ils resteront à jamais. Telle est l'histoire de la tentative d'ascension du Nanga Parbat en 1934. La montagne est restée invaincue. Mais elle a pris 9 vies, 4 alpinistes allemands et 5 Sherpas. 9 hommes qui voulaient atteindre le sommet et ne sont jamais revenus.